L'Afrique du Nord, terre de rencontres et de conflits, est à l'aube d'une nouvelle ère. L'Empire byzantin, puissance montante de la Méditerranée, a arraché la région des mains des Vandales, ramenant l'Afrique du Nord dans le giron de l'Empire romain. Mais cette reconquête ne signe pas le retour à la paix et à la prospérité. Les tribus berbères, qui ont longtemps résisté à la domination romaine et vandale, voient d'un mauvais œil l'arrivée de ces nouveaux maîtres venus d'Orient. Parmi eux, un chef se distingue par son charisme, son ambition et sa détermination à défendre l'autonomie de son peuple. Antalas. Antalas est un chef berbère que nous avons vu dans une précédente vidéo, dans le chapitre consacré à la domination vandale en Afrique du Nord. Nous avons raconté son enfance marquée par une prophétie annonçant sa destinée de chef guerrier et sa révolte contre les Vandales dans les années 520. Antalas, fils de Gamphan, chef de la tribu des Frex, est devenu une figure emblématique de la résistance berbère, capable d'unifier les tribus et de défier les puissants Vandales. Aujourd'hui, nous allons retrouver Antalas dans un nouveau contexte, celui de l'Afrique du Nord byzantine. Après la chute des Vandales, Antalas a d'abord accepté de collaborer avec les Byzantins, devenant leur allié et recevant un tribut en échange de ses services. Mais cette alliance sera de courte durée. Animé par une soif de liberté pour son peuple et par un profond ressentiment envers l'Empire byzantin, Antalas va à nouveau prendre les armes et mener une révolte qui va ébranler l'autorité byzantine et marquer l'histoire de l'Afrique du Nord. En 534 après Jésus-Christ, après la victoire éclair des Byzantins sur les Vandales, l'Afrique du Nord est réintégrée à l'Empire romain, cette fois sous l'égide de Constantinople. Les Byzantins, sous le commandement de Bélisaire, mettent en place une nouvelle administration et s'efforcent de pacifier la région, encore troublée par les révoltes berbères et les tensions religieuses. Antalas, chef aguerri et respecté parmi les tribus berbères de Byzacène, comprend que la situation a changé. Les Vandales, ses anciens ennemis, ne sont plus là pour menacer son peuple, et l'Empire byzantin, puissant et déterminé, s'impose comme la nouvelle puissance dominante en Afrique du Nord. Pragmatique, Antalas choisit la voie de la négociation. Il rencontre les représentants byzantins et conclut un accord avec eux, reconnaissant la souveraineté de l'empereur Justinien en échange de la reconnaissance de son autorité sur les Frex et d'un traité de paix. Ce traité lui permet de rester sur ses terres, de conserver son autorité et de préserver son mode de vie. En échange de sa soumission à l'autorité impériale, Antalas reçoit d'importantes sommes d'argent et des vivres pour approvisionner sa tribu. Il est le seul chef berbère toléré en Byzacène, et Procope le mentionne à ce sujet. Les Frex, connus pour être un peuple puissant, étaient aussi appréciés par les Romains pour leur qualité militaire. Cet accord était un fédus, un traité officiel qui liait les Frex à l'Empire romain d'Orient. Procope de Césarée, historien byzantin, mentionne qu'Antalas était le seul chef berbère autorisé à rester en Byzacène durant cette période. Ce traitement de faveur montre l'importance stratégique d'Antalas et la volonté des Byzantins de s'assurer sa coopération pour pacifier la région. La décennie qui suit la chute des Vandales est une période de paix relative en Afrique du Nord. Antalas, fidèle à son accord avec les Byzantins, contribue au maintien de l'ordre dans la région. Bien que les sources ne mentionnent pas explicitement sa participation à des campagnes militaires spécifiques, il est probable qu'il ait joué un rôle dans la répression des soulèvements berbères et dans la protection des frontières byzantines contre les incursions des tribus nomades du Sahara. Sa présence en Byzacène et son influence sur les tribus berbères de la région constituent un atout précieux pour l'Empire byzantin qui cherche à consolider son pouvoir et à rétablir la prospérité de la province. Cependant, cette paix est fragile. Des tensions persistent entre les Byzantins et les Berbères, et Antalas, malgré son alliance avec l'Empire, n'a jamais renoncé à ses aspirations d'autonomie pour son peuple. Corippe, dans sa Johannide, décrit la soumission initiale d'Antalas comme contrainte, et laisse entendre qu'il n'attendait qu'une occasion pour se rebeller contre les Byzantins. En 543, la fragile paix qui régnait en Afrique byzantine vole en éclats. Plusieurs événements vont converger pour provoquer la rupture entre Antalas et l'Empire byzantin et déclencher une nouvelle révolte berbère d'une ampleur sans précédent. Le premier événement est l'exécution de Gwarizila. Salomon, le général byzantin qui gouverne l'Afrique du Nord, fait exécuter Gwarizila, le frère d'Antalas, l'accusant de comploter contre l'Empire. Cet acte brutal est perçu par Antalas comme une trahison et une provocation inacceptable. Procope rapporte qu'Antalas était furieux de la mort de son frère et accusait Salomon d'avoir fabriqué de fausses accusations pour se débarrasser d'un rival potentiel. Le deuxième événement est la réduction du tribut d'Antalas. Dans le même temps, Salomon décide de réduire le tribut annuel versé à Antalas. Cette décision,
motivé par des raisons économiques ou par une volonté d'affirmer l'autorité byzantine, est perçu par Antalas comme une humiliation et une nouvelle preuve de la mauvaise foi des Byzantins. Enfin, l'influence des Laguatans. Les Laguatans, une puissante tribu berbère de Tripolitaine, jouent un rôle important dans la décision d'Antalas de se révolter. Ils ont été victimes d'un massacre de la part de Salomon lors d'une rencontre diplomatique, et ils incitent Antalas à prendre les armes pour venger cette trahison et libérer l'Afrique du Nord de la domination byzantine. Ces différents facteurs, mêlant vengeance personnelle, désir d'autonomie et opportunisme politique, vont pousser Antalas à rompre son alliance avec l'Empire byzantin et à déclencher une révolte de grande ampleur. Antalas, chef charismatique et stratège aguerri, parvient à unifier de nombreuses tribus berbères autour de sa cause. Sa coalition rassemble les Freks, sa propre tribu, installée en Byzacène. Les Laguatans, une tribu puissante de Tripolitaine, connue pour son nomadisme et son utilisation de chameaux au combat. Les Aurazis, dirigés par Iodas, une tribu des monts Aurès, en Algérie, connue pour sa farouche indépendance. Cusina, le chef berbère de Numidie que nous avons vu dans la précédente vidéo et qui avait initialement soutenu les Byzantins avant de rejoindre la révolte par opportunisme. Carcasan, un chef des Laguatans qui jouera un rôle important dans la révolte après la mort de Stotsas. Enfin, d'autres tribus, les Ifuras, les Mastraciani, les Mécales, les Nafures, et d'autres tribus dont les noms ne sont pas mentionnés dans les sources. Cette coalition hétéroclite, unissant des tribus de différentes régions et aux modes de vie variés, représente une force considérable, capable de menacer sérieusement le pouvoir byzantin en Afrique du Nord. La révolte d'Antalas débute par une série de victoires éclatantes qui ébranlent l'autorité byzantine. En 544 après Jésus-Christ, l'armée rebelle, menée par Antalas et renforcée par l'arrivée des Laguatans de Tripolitaine, affronte les forces byzantines commandées par le général Salomon à Silium, près de Kasserine, en Tunisie centrale. Les sources ne décrivent pas le déroulement précis de la bataille, mais elles mentionnent que Salomon, gouverneur de l'Afrique byzantine et général expérimenté, est tué au combat. Procope de Césarée, dans la guerre contre les Vandales, rapporte simplement que Salomon fut tué par Antalas. Corype, dans la Johannide, attribue la défaite byzantine à la trahison de Guintharite, un général byzantin qui a usurpé le pouvoir en Afrique, mais il ne mentionne pas explicitement la mort de Salomon. Quelle que soit la version des faits, la mort de Salomon est un coup dur pour l'Empire byzantin, qui perd un de ses meilleurs généraux et un administrateur expérimenté. La victoire de Silium renforce le prestige d'Antalas et encourage d'autres tribus berbères à rejoindre sa révolte. Après leur victoire à Silium, Antalas et ses alliés mettent le siège devant Laribus, une ville fortifiée située dans le sud de la Byzacène, mais dont l'emplacement exact n'est pas connu. Les sources ne donnent pas de détails sur le déroulement du siège, mais elles indiquent qu'il n'a pas été un succès pour Antalas. Les Laguatans, gênés par l'arrivée de l'automne et impatients de retourner dans leur territoire en Tripolitaine, décident de lever le siège et d'abandonner Antalas. Ce premier signe de division au sein de la coalition berbère va affaiblir la révolte et contribuer à sa défaite finale. L'année 545 est marquée par une série d'événements qui vont bouleverser la situation en Afrique du Nord et mettre à l'épreuve l'habileté politique et militaire d'Antalas. D'abord, il y a l'alliance avec Stotsas. Stotsas, que nous avons vu dans une précédente vidéo et qui est un ancien soldat byzantin qui avait mené une rébellion infructueuse en 536 et qui s'est réfugié en Maurétanie, revient en Afrique du Nord et s'allie avec Antalas. Ensemble, ils mettent le siège devant Carthage et pillent les territoires byzantins, semant la terreur parmi les populations locales. Malheureusement, le siège de Carthage sera un échec suite à l'arrivée de Bélisaire et de ses troupes en renfort aux troupes sur place. Ensuite, il y a la bataille de Tassia. Au cours de cette même année, les troupes byzantines, menées par le général Jean, affrontent les forces rebelles d'Antalas et de Stotsas à Tassia, en Byzacène. Les sources ne mentionnent ni les circonstances ni le lieu exact de cette bataille. La bataille est une victoire pour les rebelles, mais elle est chèrement payée. Stotsas est mortellement blessé lors d'un duel avec le général Jean, qui est lui-même tué au combat. Enfin, la trahison de Guntharik. Guntharik, général byzantin ambitieux et sans scrupules, usurpe le pouvoir à Carthage et propose à Antalas une alliance. Il lui promet de lui céder la Byzacène en échange de son soutien pour éliminer ses rivaux au sein de l'administration byzantine. Antalas, attiré par cette proposition, accepte de s'allier avec Guntharik. Cependant, une fois au pouvoir, Guntharik trahit Antalas et refuse de tenir ses promesses.
Cet acte de trahison va affaiblir la coalition rebelle et renforcer la détermination des Byzantins à écraser la révolte. En 546 après Jésus-Christ, Justinien envoie en Afrique du Nord un nouveau général, Jean Troglita. Vétéran expérimenté et fin stratège, Troglita est chargé de mettre fin à la révolte berbère et de restaurer l'autorité byzantine dans la région. Contrairement à ses prédécesseurs, Troglita comprend que la force militaire seule ne suffira pas à vaincre les Berbères. Il décide d'adopter une stratégie plus subtile, combinant opérations militaires, diplomatie et politique de division. Il négocie des alliances avec certaines tribus berbères, exploitant les rivalités ancestrales qui les divisent, et il recrute des auxiliaires berbères dans son armée, profitant de leur connaissance du terrain et de leur technique de combat. La même année, Troglita remporte une victoire décisive contre les forces d'Antalas à Sufetula, actuelle Sbeila, en Tunisie. Cette bataille, qui se déroule dans les plaines arides du centre de la Tunisie, est un véritable tournant dans la guerre. Elle marque le début du déclin de la révolte d'Antalas et la montée en puissance de l'armée byzantine. Malgré sa défaite à Sufetula, Antalas ne s'avoue pas vaincu. Il se replie dans les montagnes de l'Aurès, où il retrouve ses alliés, et prépare sa revanche. En 547, Carcasan, le nouveau chef des Laguatans, revient en force en Byzacène avec une armée nombreuse et déterminée. Il remporte une victoire importante contre les troupes de Troglita à Marta, au sud de Gabès. L'emplacement exact de cette bataille n'est pas connu avec certitude, mais elle se situe dans la région aride de Mareth, sur le territoire de la tribu des Astris. L'historien moderne Modéran a suggéré que l'Oued qui correspond le mieux aux indications de Coripe est l'Oued des Zeus, un petit cours d'eau qui se termine par une dépression marécageuse. Coripe, dans la Johannide, décrit les rites religieux effectués par Carcasan avant la bataille. Carcasan, avant d'engager le combat, consulta les augures et offrit des sacrifices aux dieux de ses ancêtres. Il invoqua les esprits des montagnes et des déserts, et il jura de venger la mort de ses frères tombés sous les coups des Romains. La victoire de Marta redonne espoir aux rebelles berbères, mais elle sera de courte durée. Jean Troglita, général expérimenté, ne se laisse pas abattre par cette défaite. Il reconstitue son armée, renforce ses alliances avec les tribus berbères fidèles à l'Empire byzantin et prépare sa revanche. En 548 après Jésus-Christ, les deux armées se rencontrent à nouveau pour une bataille décisive au champ de Caton, près d'Hipporégius, actuel Annaba, en Algérie. Les Byzantins, menés par Troglita et soutenus par les troupes de Cusina, qui a de nouveau changé de camp pour s'allier à l'Empire, remportent une victoire totale. Carcasan est tué au combat, et Antalas, vaincu et désespéré, est contraint de se soumettre à Troglita. Les sources ne précisent pas les conditions de cette soumission. Procope mentionne qu'Antalas, à l'instar d'Iodas, a été contraint de suivre Troglita comme un esclave, mais cette affirmation est sujette à interprétation. Il est possible qu'Antalas ait négocié un accord avec Troglita, lui permettant de conserver une certaine autonomie en échange de sa loyauté. Après sa soumission en 548, Antalas disparaît des sources. Son sort reste incertain, et les historiens modernes proposent différentes hypothèses. A-t-il été exécuté par les Byzantins? A-t-il été exilé? A-t-il retrouvé une position d'influence au sein de l'Empire, à l'image de Cusina, devenu magister militum et préfet de tribu? L'absence de réponse claire dans les sources laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Antalas, chef berbère puissant et charismatique, est une figure emblématique de la résistance face à l'Empire byzantin en Afrique du Nord. Sa révolte, qui a duré de 544 à 548 et qui a rassemblé de nombreuses tribus berbères, a mis à mal l'autorité impériale et a montré la fragilité de la domination byzantine dans la région. Antalas, bien qu'il ait finalement été vaincu, est resté un symbole de la lutte pour la liberté et l'autonomie des Berbères. Son histoire, malgré les zones d'ombre et les interprétations divergentes des sources, témoigne de la complexité des relations entre Byzantins et Berbères au VIe siècle. L'Afrique du Nord, terre de rencontres et de conflits, est à l'aube d'une nouvelle ère. L'arrivée de l'islam au 7e siècle va bouleverser l'ordre établi et ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la région. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez connaître la suite passionnante de l'histoire de la chute de l'Empire byzantin en Afrique du Nord, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties. Et si vous avez envie de plonger encore plus dans l'histoire fascinante de cette région, jetez un œil aux vidéos précédentes pour explorer toutes les interactions entre les peuples locaux et étrangers à travers les âges. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour la suite des aventures.